Dans l'histoire du spiritisme, il fut une période au cours de laquelle des médiums dits médiums à effet physique ont été étudiés de manière méthodique, avec sérieux et grande rigueur, par des chercheurs et savants de tous bords. Notre propos va se concentrer sur des médiums à ectoplasme. Nous sommes à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, entre les années 1870 et 1930. En de nombreux endroits du monde, en France comme en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Pologne, en Russie, aux États-Unis, de nombreuses personnes se retrouvent autour d'une table. Des manifestations d'ordre physique se produisent telles des déplacements d'objets, la production de sons, de lumière, des attouchements. Elles se font en présence de médiums dits à effet physique. Il arrive parfois que, par l'intermédiaire de ces sujets, des esprits se matérialisent en partie ou en totalité, ce qui, dans le langage scientifique, va prendre le nom d'ectoplasme. C'est le professeur Charles Richet, médecin et prix Nobel de physiologie, qui inventa ce terme pour décrire ces apparitions particulières. Le mot ectoplasme, employé pour la première fois en 1895, figurera dans les dictionnaires en 1922. Les médiums vont faire l'objet d'études remplissant un double rôle. Celui de répondre à l'invitation formulée par les esprits en message pour répandre la nouvelle, la possible communication entre les esprits et les hommes, et celui de donner aux audacieux observateurs et scientifiques de cette époque les preuves incontestables de la survivance de l'âme et de sa possible manifestation au monde des vivants. C'est ainsi que le monde des esprits pénètre les laboratoires de tous les instituts métapsychiques d'Europe et d'Amérique, notamment celui de la Society for Psychical Research, créé en Angleterre en 1882, mais aussi celui de l'American for Psychical Research, créé en 1885, ainsi que dans l'Institut métapsychique international, créé en France en 1919 et reconnu d'utilité publique. La salle où se déroulaient les expériences était vérifiée avant chaque séance, afin que personne ne puisse ni entrer ni sortir. Les portes et les fenêtres étaient rigoureusement fermées et les pièces visitées à fond. Parfois même, de la farine était répandue sur le sol pour capter d'éventuels déplacements. Les observateurs, ce sont des professeurs de médecine, de droit, membres de l'Académie des sciences ou de l'Académie française, ingénieurs et experts de police, des scientifiques qui, pour la plupart d'entre eux, venaient pour chercher l'erreur, la supercherie, mais aussi pour la dénoncer car ils considéraient les médiums comme des hystériques. Le médium observé. Il était soumis à des conditions de séance draconiennes, car les expérimentateurs mettaient tout en œuvre pour que l'idée de fraude ne soit pas avancée. Voici le nom de certains médiums ayant accepté cette expérience. Daniel Douglas Home, Eva Carrière ou Marthe Béraud, Eusapia Palladino, Florence Cook, Jean Guzik, Franek Kluski, Elisabeth d'Espérance ou Elisabeth Hope et Rudi Schneider. C'est ainsi que, par exemple, le médium polonais Franek Kluski avait les mains tenues fermement par 2 contrôleurs. Il se tenait proche de lui au point que chaque mouvement, qu'il soit du genou ou des jambes, ne pouvait passer inaperçu. Eva Carrière, médium française, subissait avant chaque séance un examen physique des plus complets,
nez, gorge, oreilles, bouche, cheveux étaient vérifiés minutieusement par les médecins présents à la séance. Souvent, un contrôle gynécologique et rectal était exigé. Déshabillée, elle était ensuite revêtue d'un caleçon noir et d'une grande blouse noire, cousue au caleçon par un fil blanc. Le bas des manches était fermé au poignet. Avant d'entrer dans la salle d'expérimentation, le médium polonais Jean Guzik était également déshabillé puis revêtu d'un pyjama sans poche. Pendant la séance, ses mains étaient tenues par les contrôleurs et attachées à un ruban scellé, ses jambes immobilisées. Les expérimentateurs étaient eux-mêmes attachés par les poignets avec des chaînettes cadenassées. Pour garder trace des ectoplasmes produits, une méthode fut employée, le procédé de moulage dans la paraffine. Elle fut mise au point par le géologue anglais William Danton. Par ce procédé, des moulages ont été obtenus, comprenant des mains entrelacées, un avant-pied, une main repliée, une main d'enfant, les doigts repliés et l'index tendu. Des scientifiques les examinèrent et y trouvèrent toutes les caractéristiques des membres humains. Forme parfaite, rides, plis, sillon de la main, ongles, marques des saillies osseuses, des tendons, des vénules du dos de la main. Des experts non impliqués dans ces expériences et au courant de rien furent sollicités pour étudier les gants de paraffine. Les indices de contraction musculaire active et le froissement de la peau leur permirent d'affirmer que ces moules avaient été obtenus à partir de mains vivantes. Par contre, la position des doigts entrecroisés de mains jointes ou le pouce en crochet n'expliquait pas comment une main vivante avait pu se retirer de ces moules sans les briser ou les déformer. Seule une dématérialisation du membre peut expliquer le fait de disposer d'un tel gant vide. Les médecins qui étudièrent ces moulages attestèrent qu'il s'agissait bien de mains d'adultes, mais dont la taille était réduite d'un quart environ. On peut trouver une partie de ces moulages à l'Institut métapsychique international de Paris. Ils y sont précieusement conservés et sont peu visibles par le public. Des savants convaincus au nombre de 34 signèrent en 1923 un document qui fut appelé le Manifeste des 34. Ce manifeste fut néanmoins réfuté ultérieurement, nié par une commission de la Sorbonne. Pourtant, ils affirmaient leur croyance en d'authentiques phénomènes paranormaux et écrivirent ceci. Nous affirmons notre conviction que les phénomènes obtenus ne sont explicables ni par des illusions ou hallucinations individuelles ou collectives, ni par une supercherie quelconque. À l'issue de ces affirmations, ces savants furent pour la plupart dénigrés par leur corporation. Bien que reconnus pour leurs recherches scientifiques, pour leurs écrits, leurs découvertes ou pour leur esprit d'analyse, ils furent raillés. Certains démissionnèrent, d'autres résistèrent, mais le combat était disproportionné tant l'acharnement était sans relâche. Voici quelques courageux personnages. Le physicien William Crookes fut pris pour un fou. C'était un chercheur de haut niveau scientifique, brillant dans ses nombreux travaux en chimie et en physique. Il reçut une distinction pour avoir fait des découvertes comme celle du thallium. Durant 4 années, il effectue une recherche sur les phénomènes rares dits de matérialisation intégrale auprès de Florence Cook, avec qui il obtient des résultats sensationnels. Il publie le compte-rendu de ses méthodes et la conclusion démontre l'intégrité du médium et apporte une preuve supplémentaire à la réalité des faits. Il ne changera jamais d'avis jusqu'à la fin de ses jours et poursuivra ses travaux scientifiques, preuve de sa stabilité intellectuelle.
Sir Alfred Russel Wallace, naturaliste britannique et explorateur, grand théoricien de la pensée humaine sur l'évolution par la sélection naturelle, fut mis à mal par ses confrères pour avoir soutenu la thèse Spirit. En 1870, il participa à une enquête d'investigation sur les phénomènes spirites afin d'en rendre compte. Après 18 mois d'études approfondies, la commission conclut à la réalité des phénomènes. Il ne se départira pas de ses convictions et fera une profession de foi dans un livre, Les miracles et le moderne spiritualisme. Sir Oliver Lodge, physicien anglais, fut critiqué par la communauté scientifique. Très jeune, il fut remarqué pour ses travaux sur l'électricité, l'optique et la thermodynamique et fut nommé membre de la Société royale de Londres, l'équivalent de l'Académie des sciences de France. Il s'intéressa à la médiumnité à effet physique et publia le fruit de ses recherches, ainsi que de nombreux ouvrages traitant de la réalité des faits. Un an avant sa mort, il publiera 2 livres en conclusion de ses études sur le spiritisme. Ernest Bozzano, parapsychologue italien, ardent défenseur de la cause spirite, dut débattre pendant des années pour faire taire ses détracteurs. Il entreprit une longue série d'expériences et consacra 30 années à la recherche psychique. Il donna son adhésion totale à l'hypothèse spirite. Camille Flammarion, astronome, poète français, auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation sur l'astronomie, fut soumis à une conspiration du silence et de l'oubli. Il participa à une commission d'études sur le sujet spirit, affirma sa conviction, témoigna et signa des rapports sur l'absence d'imposture. Et nous pourrions encore en citer de nombreux autres. Alors, il est pour tous ses détracteurs une contradiction évidente à reconnaître d'une part la valeur scientifique et intellectuelle de ces témoins de l'au-delà, et d'autre part à affirmer leur ignorance ou leur déraison. Au-delà des preuves visuelles et tangibles que sont les moulages, existent les écrits de ces savants. Qu'ils soient sous forme de rapports ou de témoignages, ils sont fort nombreux et riches d'informations. Minutieusement rédigés, ils nous font part de tous les détails des séances vécues et ne sont rapportés que lorsqu'ils ont fait l'objet d'une étude approfondie. Pendant près de 60 ans, des hommes, des médiums et des esprits, animés d'un désir commun, ont œuvré pour démontrer la survivance de l'âme. Ils se sont engagés pour donner les preuves scientifiques de l'existence de l'esprit. Aujourd'hui, la pensée matérialiste a occulté la valeur des défenseurs de la cause spirite d'antan. Le monde scientifique ne s'intéresse plus à ce genre de phénomène. Il s'est tourné vers d'autres études. Les esprits, quant à eux, continuent de se communiquer à nous. Oui, la mort se manifeste. Elle se manifeste à nous, spirites du cercle Allan Kardec, depuis près de 50 années, grâce à nos médiums qui ont reçu une multitude de messages et continuent de le faire. Leurs messages sont d'ordre intellectuel et les informations données sont matière à réflexion, à l'action et à l'analyse. Ils portent sur l'évolution de l'humanité dans tous les domaines. Le monde des esprits ne cesse de nous interpeller pour que naisse le monde de demain et nous invite à porter le message suivant. Message reçu par l'intermédiaire des sœurs Fox, Kate et Margaret, qui établirent le premier contact entre le monde des vivants et celui des morts, en 1848. Chers amis, vous devez proclamer cette vérité au monde. C'est le début d'une ère nouvelle. Faites votre devoir, car il vient de Dieu.